On nous a demandé de parler de la productivité des cultures en agroforesterie. Donc on a décidé avec Dominique et moi de vous présenter en fait les résultats d'un projet qui vient de se terminer et qui se basait qui partait du constat que, comme l'a présenté tout à l'heure Christian, la productivité totale du système agroforestier, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois la production des arbres et des cultures, est supérieure qu'en séparant l'agriculture et la forêt. Mais par contre, on a quand même des pertes, quand on considère uniquement les cultures, on a des pertes de rendement qui sont dues d'une part à la compétition avec l'arbre, donc compétition aérienne pour la lumière, compétition souterraine pour l'eau et les nutriments, et également du fait de la réduction de la surface de semis, puisqu'on perd, entre guillemets, une partie de la surface sous la ligne des arbres. Donc notre objectif, c'est de réduire cette perte de rendement, et pour ça, d'abord de comprendre les mécanismes de cette perte, et sélectionner des plantes adaptées à l'agroforesterie. Donc un outil, une méthode qui est pratique pour pouvoir étudier les pertes de rendement et déterminer à quoi elles sont dues, c'est la méthode de décomposition du rendement. En fait, on va décomposer le rendement en différentes composantes du rendement, donc le nombre de plantes par mètre carré, le nombre de thalles par plante, le nombre d'épis par talle, le nombre de grains par épi et le poids d'un grain ou poids de 1000 grains qui permet d'aboutir au rendement. Et en fait, comme chacune de ces composantes du rendement se met en place à un moment différent du cycle de la culture, au cours du temps, on peut, en déterminant les composantes du rendement qui sont le plus affectées par certaines conditions, en particulier dans notre cas l'agroforesterie, on identifie les étapes du développement de la culture qui sont sensibles aux conditions agroforestières. Donc on a suivi ces composantes du rendement sur du blé dur dans différentes situations, dans 2 sites, Restinclières, donc au nord de Montpellier, à 11 km au nord de Montpellier, et Moggio, sur l'unité expérimentale Diascope de l'INRA, sur 3 années. Donc les arbres étaient différents sur les différents sites et années. On avait des peupliers à Restinclières en 2015, des frênes à Restinclières en 2016, des oliviers denses non taillés avec un petit écartement à Moggio, et des oliviers plus écartés et qui étaient taillés, donc qui faisaient moins de compétition, moins de lumière, à Moggio sur aussi les 3 années. On a testé différentes variétés, 31 génotypes en tout, qu'on a testé, pas forcément tous les ans répétés, mais en tout cas, on a un peu regardé tous ces génotypes, en regardant des variétés élites, donc des variétés modernes, inscrites au catalogue, qui, soit disant en passant, ont été sélectionnées en plein soleil, et des variétés anciennes ou des variétés populations, dans l'hypothèse de l'agroforesterie étant une pratique qui était plus répandue avant. Peut-être que certaines variétés anciennes ont des traits d'adaptation à l'agroforesterie, et les variétés populations, grâce à la variété génétique à l'intérieur de la population, sont peut-être plus adaptées à des conditions de culture différentes. Donc on a testé ces différentes structures génétiques. Et on a suivi la croissance des cultures et le microclimat. On obtient, pour représenter le rendement, ce genre de graphique qui est un peu compliqué au premier abord, mais qui permet en fait de représenter sur un même graphique beaucoup d'informations. C'est l'élaboration du rendement qui va se faire en partant du nombre de plantes par mètre carré, qu'on va représenter sur cet axe-là, qu'on multiplie par le nombre de thalles par plante, donc c'est la pente de cet angle-là. Plus c'est grand, plus il y a un grand nombre de thalles par plante. Et en multipliant ça par cette pente, on obtient le nombre de thalles par mètre carré. En multipliant ensuite par le nombre d'épis par talle, on obtient le nombre d'épis par mètre carré sur cet axe-là. Et en multipliant par le nombre de grains par épi, on obtient le nombre de grains par mètre carré. Et en multipliant par le PM, le poids de 1000 grains, on obtient le rendement final. Et j'ai représenté ici, en très plein et en rouge, l'élaboration du rendement en agroforesterie, en moyenne sur toutes les parcelles de l'expérimentation, et en très pointillé et en rose, le témoin agricole. Donc on a comparé à chaque fois la situation agroforestière avec une situation témoin agricole en plein soleil. On voit que pour le nombre de thalles par plante, donc l'angle de la pente rose et rouge, on a une diminution de 25% en agroforesterie par rapport au témoin agricole. On a également une très forte diminution de presque un tiers entre le nombre de grains par épi en témoin agricole et le nombre de grains par épi en agroforesterie. Et par contre, pour les autres composantes du rendement, nombre d'épis par talle et poids de 1000 grains, on a des résultats qui sont à peu près similaires dans les deux. Donc au final, quand on fait toutes les composantes du rendement, on se retrouve avec une diminution de 50% en moyenne en agroforesterie du rendement au mètre carré semé.
Quand on regarde maintenant plus précisément en séparant les différents sites et les différentes années, on voit que ce résultat du fait que ce soit le rendement, le nombre de grains par épi et le nombre de talles par plante qui sont plus impactés par l'agroforesterie, qui est assez robuste. On voit que le nombre de grains par épi est toujours, toutes les années et dans toutes les situations, inférieur en agroforesterie qu'en témoin agricole. Et le nombre de talles par plante, presque toujours, sauf à Restinclière en 2015. On voit également, quand on compare les différentes colonnes, donc les différentes situations, qu'on a des situations un peu particulières. On a en 2015, à Restinclière et à Moguio, des résultats qui sont plutôt favorables et des meilleurs rendements en agroforesterie qu'en témoin agricole. Ça, c'est une année qui était un peu particulière parce qu'il y avait eu des fortes inondations en septembre et donc on avait dû décaler le semis jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans les parcelles à fin décembre ou début janvier, ce qui sont des conditions qui sont normalement, si on n'avait pas fait cette expérimentation, on aurait semé autre chose que du blé, mais comme on était parti pour faire l'expérimentation sur le blé, on l'a semé quand même. Et dans ces conditions très particulières, les rendements ont été assez faibles et ils ont été meilleurs en agroforesterie, donc un semis très tardif va mieux germer en agroforesterie. On a aussi toute cette zone-là, donc les expérimentations en agroforesterie plus, donc c'est-à-dire les oliviers très denses, qui sont avec des très très fortes pertes de rendement. Donc là, c'est des situations qu'on a utilisées pour l'expérimentation, mais qui ne sont pas du tout comparables avec des situations d'agroforesterie qui pourraient trouver chez les agriculteurs. Là, on a beaucoup trop de compétition. Et quand on regarde le rendement relatif moyen, c'est-à-dire le pourcentage de rendement qu'on obtient en agroforesterie par rapport au témoin agricole, en fonction du rayonnement relatif moyen, donc le pourcentage de lumière qui arrivait réellement à la culture en agroforesterie par rapport au témoin agricole, on voit qu'à part en 2015, donc année particulière où l'agroforesterie est positive, a un effet positif, on voit que les points sont en dessous de la première bisectrice. C'est-à-dire qu'on a une perte de rendement qui est plus importante que ce qu'on attendrait juste en fonction de la réduction du rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas que la compétition pour la lumière qui compte, on a aussi de la compétition pour l'eau et les nutriments, et qu'on a aussi peut-être des effets non trophiques de l'ombre. Par exemple, on sait que la fertilité du blé est très sensible à la lumière. Donc on a peut-être des effets de seuil qui font que quand on est en agroforesterie, au-delà d'un certain niveau d'ombre, on a beaucoup de pertes de rendement. Et ensuite, quand on regarde, donc là on a séparé les différentes situations, et maintenant on va vous présenter les différents en fonction des différentes variétés. C'est ce que Dominique va vous présenter tout de suite. Donc comme Marie l'a dit, nous avions 3 groupes génétiques différents, aux structures variétales différentes, des ressources génétiques donc relativement anciennes, des variétés population et des variétés élites. Donc nous sommes amusés à regarder un petit peu ce que donnait chacune de ces structures variétales dans les différents lieux. Le graphique n'est pas très sympathique, mais voilà comment on le comprend, c'est que l'axe horizontal montre la productivité dans le témoin agricole. Donc plus on est vers ici, plus la productivité est intéressante dans le témoin agricole. Et ici, par contre, l'axe vertical montre la différence entre le rendement en agroforesterie et le rendement en plein soleil. Donc plus on est vers le haut aussi, plus c'est intéressant en agroforesterie. Qu'est-ce qu'on observe? On observe donc que les variétés qui seraient les plus intéressantes seraient celles qui seraient dans ce cadre-là, c'est-à-dire à la fois intéressantes et en plein soleil et dans des conditions d'agroforesterie. Bon, on en trouve 2 dans ce cas-là, qui sont 2 populations. La variété la plus intéressante en agroforesterie, et là c'est sur... oui, pardon, j'ai oublié de dire que là c'était les résultats de Moguio, voilà, en moyenne de toutes les années et sur Moguio. Donc la population la plus intéressante qui ressort en Moguio est celle-ci en agroforesterie. Si on reprend des variétés comparables, on ne les avait pas toutes mises à Restinclière, mais un échantillon, ça aurait été trop bien d'avoir évidemment le même graphique, mais on n'a pas tout à fait les mêmes choses. On a quelques variétés que l'on va retrouver. On retrouve quand même que des populations sont intéressantes toujours en agroforesterie, mais que là, sur du plein soleil, on va plutôt avoir des lignées élites. Voilà. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, si on va vite? C'est que, en moyenne, de tous les sites, de toutes les années, de tous les dispositifs qu'on a testés pendant 4 ans, on a
quasi systématiquement une réduction du rendement lorsqu'on est en agroforesterie. Mais cette réduction va varier entre 8 et 80% selon les variétés. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça montre qu'il y a une diversité génétique, des variétés qui vont répondre tout à fait différemment à l'agroforesterie. Comme on l'a vu, ça va essentiellement jouer à la fois sur le talage, réduction du talage. Bon, ça se comprend un peu, parce que pour taler, une céréale a besoin de froid. Lorsqu'on est sous des arbres, et notamment des arbres comme à Moggio, là où il y a les oliviers qui gardent leurs feuilles, les conditions de température en hiver sont plus chaudes sous les arbres que dans le témoin agricole. Donc on a moins de talage sous les arbres. De la même manière, on observe quasi systématiquement un nombre de grains par épi diminuer, mais avec évidemment des variations très différentes selon la variété. Bon, donc voilà, à retenir qu'il y a de très fortes interactions entre les variétés et l'environnement, qu'on a travaillé sur une diversité de dispositifs agroforestiers qui sont quand même difficilement comparables. On est on est en conventionnel à Restinclière, on est en bio à Moggio avec les oliviers. Voilà, donc on se rajoute en plus des contraintes un peu différentes en système de culture. L'intérêt donc de ce travail est quand même de montrer qu'il y a une poursuite possible en génétique. Il y a un réel intérêt, comme les agriculteurs l'ont dit tout à l'heure, là, à sélectionner des variétés pour l'agriculture biologique. Donc c'est un peu ce que l'on va continuer à faire entre différents laboratoires INRA, essayer de voir quelles sont les variétés les plus pertinentes et dans quel système de culture sont-elles les plus pertinentes. Voilà, on vous remercie pour votre attention.